Ma femme et mon frère ont eu une liaison pendant 2 ans, et mes enfants les ont aidés à la cacher. Alors, j'ai tout vendu, j'ai déménagé à 3000 km, et je les ai laissés se noyer dans les dettes. Eh bien, Reddit, accrochez-vous, car le voyage va être long et détaillé. J'écris ceci depuis la terrasse de mon chalet, dans la campagne de l'Idaho, à environ 3000 km du cratère fumant de la vie que j'ai réduite en cendres il y a 6 mois. Demain matin, mon ex-femme se réveillera dans un studio exigu et moisi, avec un avis d'expulsion final scotché sur sa porte. Mon frère sortira pour découvrir que sa camionnette a été saisie par la banque. Et mes enfants, ils comprendront enfin que l'homme dont ils se moquaient dans son dos n'était pas aussi stupide qu'ils le pensaient. Certains d'entre vous qui lisez ceci pourraient penser qu'il s'agit juste d'un autre fantasme de vengeance sur Internet. Croyez-moi, j'aimerais désespérément que ce soit le cas. J'aimerais pouvoir fermer cet ordinateur portable, retourner à mon ancienne vie, et prétendre que ce cauchemar n'a jamais eu lieu. Mais la réalité a une manière très cruelle, et très ironique, de vous forcer la main, quand les gens que vous aimez et pour qui vous subvenez à leurs besoins décident de vous trahir, de la manière la plus spectaculaire et humiliante possible. Laissez-moi vous raconter exactement comment un gamin de milieu ouvrier du sud de Chicago a bâti un empire à partir de rien, pour ensuite voir sa propre chair et son propre sang essayer de le lui voler sous son nez. Alerte spoiler, ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Je m'appelle Mark, j'ai 42 ans. J'ai grandi pauvre comme Job à Chicago. Mon père a travaillé sur la chaîne de montage d'une usine, jusqu'à ce que sa colonne vertébrale lâche pratiquement, quand j'avais 15 ans. Ma mère nettoyait les toilettes des immeubles de bureaux la nuit, juste pour que nous ayons l'électricité et de la nourriture sur la table. Le rêve américain dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? En raison de notre situation, j'ai commencé à travailler dans la plomberie commerciale et le CVC, chauffage, ventilation et climatisation, à seulement 16 ans. Ce qui devait être un travail d'été exténuant à transporter des tuyaux, est devenu la vocation de ma vie. J'avais un don pour ça. À 22 ans, j'avais obtenu ma licence de maître plombier. À 25 ans, j'ai pris un risque énorme, et j'ai lancé ma propre entreprise de plomberie et de CVC commerciaux, avec 6 000 € empruntés sur le maigre fonds de retraite de mon père. J'étais assez ambitieux pour penser que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Avec le recul, j'étais incroyablement naïf, sur la façon dont le succès change les gens. J'ai rencontré Chloé lors d'un salon professionnel en 2001. Elle avait 23 ans, sortait tout juste d'une université de second rang, et occupait un poste de vendeuse de base pour un distributeur de fournitures de plomberie. C'était une petite brune, avec cette façon magnétique, et écrasante, de vous faire sentir que vous étiez la personne la plus importante sur la planète, du moins quand elle voulait quelque chose de vous. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je ne mette un genou à terre, pour la demander en mariage. C'était la première grosse erreur. Je pensais sincèrement que ces goûts ridiculement chers se calmeraient une fois que nous serions mariés, et que nous construirions une vie ensemble. Alerte spoiler, ce ne fut pas le cas. Ça ne l'est jamais. Chloé n'a jamais travaillé un seul jour à un vrai poste après la naissance de notre fils Lucas, en 2005. Elle prétendait vouloir être une mère au foyer présente et traditionnelle. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était un accès illimité et sans surveillance à mes comptes bancaires. Soudain, ce furent des vêtements de marque, des SUV de luxe, et des abonnements à des country clubs exclusifs que nous utilisions à peine. Je me suis cassé le dos 70 à 80 heures par semaine, pour financer son style de vie somptueux, parce que je pensais sincèrement que c'était ce qu'un bon mari qui subvient aux besoins de sa famille était censé faire. Erreur classique. Mais bon, j'étais jeune, épuisé, et stupide. En 2010, mon entreprise était en plein essor. Nous rapportions environ 3,8 millions d'euros par an. J'avais 32 employés à temps plein, je possédais une flotte de camions de service payés comptant, et je venais d'acheter à Chloé la maison de ses rêves, une immense demeure coloniale moderne de 420 mètres carrés, dans les riches banlieues, pour 750 000 €. Notre fille Mia est née la même année. De l'extérieur, notre vie ressemblait à une couverture de magazine parfaite. C'est exactement à ce moment-là que j'ai commis ma deuxième erreur catastrophique. J'ai engagé mon jeune frère, Kevin, comme directeur des opérations. Kevin avait 39 ans, 3 ans de moins que moi, et avait passé toute sa vie d'adulte à papillonner sans but entre des emplois ratés et des idées de start-up à moitié abouties. C'était un beau parleur, qui avait toujours une excuse pratique, et élaborée, pour expliquer pourquoi sa dernière entreprise s'était effondrée. Il avait perdu un poste de représentant pharmaceutique parce que son manager était intimidé par son talent naturel.
Il s'était fait virer d'une entreprise de construction commerciale, parce qu'il n'appréciait pas sa gestion innovante. Chaque échec était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Jamais la sienne. J'avais pitié de lui. En grandissant, nos parents l'avaient toujours comparé à moi, et je pensais que lui donner une vraie opportunité bien payée, dans une entreprise établie, l'aiderait à enfin mettre de l'ordre dans sa vie. Ma mère avait l'habitude de me faire culpabiliser, en disant des choses comme « Pourquoi ne peux-tu pas simplement aider ton frère, Marc ? Tu as tellement, et lui, il galère. » Je me suis dit que si je pouvais juste donner à Kevin une plateforme pour faire ses preuves, il trouverait sa voie. Oh, l'amère ironie. J'étais tellement occupé à essayer d'être le grand frère compréhensif, que j'ai complètement ignoré tous les signaux d'alarme flagrants. Je vais accorder ceci à Kevin, il était fantastique avec les clients. Il pouvait charmer un mur de briques pour lui faire signer un contrat de maintenance à 6 chiffres. Il avait cette capacité troublante de faire en sorte que les gens se sentent comme son meilleur ami, en moins de 5 minutes après lui avoir serré la main. Mais quand il s'agissait du vrai travail de fond, il était incroyablement paresseux. Il disparaissait du bureau pendant 4 ou 5 heures d'affilée, prétendant qu'il développait de nouvelles pistes ou entretenait les relations avec les clients sur le terrain de golf. J'ai fini par porter toute la partie technique et logistique de l'entreprise, pendant qu'il se la coulait douce avec les ventes et le service client. Sa femme, Rachel, était une infirmière douce, discrète et travailleuse, le genre de femme loyale qui méritait bien mieux que les ordures qu'elle a eues. Ils avaient 2 jeunes enfants, et je me convainquais constamment que je faisais une chose noble, en offrant une stabilité financière à la famille de Kevin. Pendant 8 longues années, j'ai porté cette entreprise sur mon dos, pendant que Kevin s'attribuait tout le mérite des ventes lucratives qu'il concluait. Pendant ce temps, Chloé dépensait de l'argent comme si l'économie allait s'effondrer le lendemain. Mes enfants ont grandi en se sentant tout permis, croyant sincèrement que papa n'était rien de plus qu'un distributeur automatique de billets, qui imprimait de l'argent à la demande. Je me suis convaincu que c'était à ça que ressemblait le succès. Je subvenais à leurs besoins. Je construisais un héritage. Puis, il y a exactement 2 ans, les fondations de ma vie ont commencé à se fissurer. Et par se fissurer, je veux dire que toute ma famille a décidé collectivement de me poignarder dans le dos, pendant que je me tuais à la tâche pour soutenir leur luxe. Le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas, a été lorsque Chloé s'est soudainement inscrite à un studio de yoga d'élite absurdement cher en ville. C'était 250 € par mois, pour du yoga chaud, de la méditation, et un réalignement spirituel. Elle a commencé à acheter des vêtements de sport qui coûtaient plus cher que ma première voiture, Lululemon, absolument tout. Des soutiens-gorge de sport à 80 €, des leggings à 140 €, des tapis de yoga personnalisés qui coûtaient plus cher que mes lourdes bottes de travail en acier. Elle m'a dit qu'elle se découvrait elle-même. Quelle incroyable originalité. Une femme au foyer de banlieue d'une 40aine d'années, en plein éveil spirituel. Je suis sûr qu'Hollywood n'a jamais raconté cette histoire auparavant. Ce studio de yoga est rapidement devenu sa 2e maison. Séance du matin, cours du soir, retraite de pleine conscience le week-end. Elle rentrait à la maison rayonnante, en sueur, parlant sans cesse de sa pratique, et de combien elle se sentait mieux dans son corps. Elle a commencé à faire ses cures de jus ridicules, à acheter des produits d'épicerie biologiques chers que nous ne mangeions jamais, et à lire des livres de développement personnel sur la vie authentique, et sur le fait de se libérer des croyances limitantes toxiques. J'aurais vraiment dû prêter beaucoup plus d'attention à cette dernière partie. À peu près à la même époque, Kevin a commencé à venir beaucoup plus souvent à la maison. Ces visites familiales, miraculeusement, n'avaient lieu que lorsque j'étais sur des chantiers éloignés. Chloé mentionnait nonchalamment au dîner que Kevin était passé, pour vérifier la maison ou discuter de certains papiers professionnels. Oh, Kevin est passé vers midi. Nous avons juste examiné les détails du projet de gratte-ciel du centre-ville, disait-elle, sans sourciller. Ou, ton frère était là tout à l'heure. Il voulait juste s'assurer que les enfants et moi allions bien, puisque tu as fait tant de semaines de 80 heures. Il avait toujours une raison parfaitement logique. Tout était toujours présenté comme parfaitement innocent. Je travaillais 12 à 14 heures par jour, essayant de suivre le boom de la construction commerciale post-pandémie. Alors, j'ai vraiment apprécié que mon frère veille sur ma famille. Mon Dieu, quel imbécile confiant j'étais. Les enfants ont aussi commencé à agir de manière sensiblement différente. Lucas, qui avait 17 ans à l'époque, devenait visiblement agité et nerveux chaque fois que je rentrais du travail à l'improviste. Mia, qui avait 14 ans, a commencé à passer tout son temps enfermée dans sa chambre.
Nos dîners de famille autrefois bruyants se sont transformés en affaires tendues et silencieuses, où tout le monde semblait marcher sur des œufs, échangeant des regards étranges quand ils pensaient que je ne regardais pas. Simultanément, les dépenses de Chloé sont passées d'irresponsables à carrément psychotiques. Elle a soudainement eu besoin d'une nouvelle voiture, une Audi Q7 à 72 000 €, parce que son SUV Lexus de 3 ans, en parfait état, n'était tout simplement plus fiable. Peu importe que la Lexus ait à peine 65 000 km, et n'ait jamais vu un voyant de moteur allumé. Puis vint la rénovation de la cuisine. Elle a exigé 55 000 €, pour des comptoirs en marbre italien importés et des armoires sur mesure, parce que notre cuisine parfaitement fonctionnelle et belle était soudainement démodée et embarrassante, quand les filles du yoga viennent. Les mises à jour de garde-robe sont devenues un événement hebdomadaire. Des sacs à main de créateurs de Prada et Gucci, qui coûtaient plus cher que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens. Des chaussures qu'elle a portées exactement une fois pour une photo Instagram, puis qu'elle a fourrées au fond de son immense dressing. Les week-ends de luxe au spa avec sa sœur se sont magiquement transformés en retraite d'une semaine, dans des complexes 5 étoiles à Aspen et Sedona. Les factures de carte de crédit étaient vraiment stupéfiantes. 9 000 € un mois chez Nordstrom, 14 000 € le mois suivant, répartis entre Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, et d'obscures boutiques en ligne que je ne pouvais même pas prononcer. Chaque fois que j'osais remettre en question les dépenses insensées, elle explosait, comme si je venais d'insulter ses ancêtres décédés. J'ai abandonné toute ma jeunesse et ma carrière pour cette famille, hurlait-elle, les veines saillantes sur son cou. J'aurais pu avoir un succès retentissant, si je n'avais pas sacrifié mon corps et mes rêves pour élever tes enfants. Je mérite d'avoir de belles choses. Toutes mes amies ont de belles choses. Tu es contrôlant, financièrement abusif, et radin. L'ironie pure était que sa carrière avait consisté en un poste de représentante commerciale débutante, gagnant 35 000 € par an. Elle agissait comme si elle avait démissionné de son poste de PDG d'une entreprise technologique du Fortune 500, pour élever nos enfants. Ces disputes se terminaient toujours de la même manière, moi, épuisé, m'excusant pour maintenir la paix, et elle obtenant tout ce qu'elle voulait, plus un petit extra d'argent d'excuse pour la grave détresse émotionnelle que je lui avais soi-disant causée en faisant une comptabilité de base. Parce qu'apparemment, demander où sont passés 14 000 € fait de moi un abuseur toxique. Le comportement de Kevin a également changé de façon spectaculaire. Il a commencé à faire des commentaires subtils et dénigrants au travail, sur le fait que je travaillais trop dur et que je devais lâcher les rênes. Il suggérait constamment que je prenne plus de temps libre, que j'aille à la pêche, et que je le laisse gérer toutes les opérations financières quotidiennes. Sa femme, Rachel, semblait incroyablement tendue et mal à l'aise en présence de Chloé lors de nos réunions de famille pour les fêtes. Mais j'ai juste mis ça sur le compte de la jalousie typique et mesquine entre belles-sœurs. À la maison, l'intimité a complètement disparu. Chloé prétendait constamment être épuisée, stressée, ou traverser des changements hormonaux précoces. Pendant ce temps, elle était physiquement plus belle qu'elle ne l'avait été en une décennie. Elle s'entraînait 6 jours par semaine, faisait des peelings chimiques, du botox, et s'habillait avec des vêtements serrés et révélateurs, comme si elle essayait d'impressionner un nouveau petit ami. Tiens, je me demande bien qui ça pouvait être. J'ai géré le rejet de la seule manière que je connaissais, je me suis plongé encore plus profondément dans mon travail. Je me suis dit que si je pouvais juste faire grossir l'entreprise, générer plus de flux de trésorerie, et assurer notre avenir, tout finirait par se stabiliser. J'ai ajouté une énorme division d'électricité commerciale, acheté 4 tout nouveaux camions de service lourds, et embauché 10 techniciens certifiés supplémentaires. Notre chiffre d'affaires brut a atteint un incroyable 5,2 millions en 2022, mais absolument rien de tout cela n'avait d'importance. Plus je devenais prospère et riche, plus ma famille devenait dégoûtée et distante. C'était presque comme s'ils étaient agacés que je sois encore là. Puis, il y a 3 mois, la vérité a fait exploser toute ma réalité en morceaux. Mia est entrée dans mon bureau à la maison, se plaignant que son iPad ne se chargeait pas, et a demandé à emprunter le mien pour un projet scolaire crucial. Je suis monté dans sa chambre en désordre, pour prendre mon iPad sur son bureau. En le ramassant, mon coude a renversé une lourde pile de manuels d'histoire AP. Ils sont tombés par terre, et cachés là où se trouvaient les livres, il y avait un ancien modèle de smartphone Android. Je ne l'ai pas reconnu. Personne chez nous n'utilisait d'Android. Nous étions entièrement une famille de l'écosystème Apple. La curiosité est un vilain défaut, mais la pure adrénaline m'a ramené à la vie. J'ai pris le téléphone. Il n'était pas verrouillé par un code, juste un simple écran à balayer.
Je l'ai ouvert, et mon sang s'est glacé. Les messages récents ont immédiatement montré qu'il appartenait à Chloé. C'était son téléphone secret, acheté spécifiquement pour coordonner sa liaison avec mon frère Kevin. Ce que j'ai trouvé en faisant défiler ces conversations a systématiquement détruit 20 ans de mariage, 8 ans de partenariat commercial, et chaque once d'amour que j'avais pour mon frère. Il n'avait pas seulement une liaison physique occasionnelle. Il planifiait activement, et méticuleusement, ma destruction complète et totale. Il y avait 2 années complètes de messages quotidiens entre Chloé et Kevin. Je me suis assis sur le lit de ma fille, le cœur battant contre mes côtes, lisant des discussions détaillées et écœurantes sur la façon dont je les freinais tous les deux, et comment ils méritaient vraiment d'être ensemble. Ils avaient des plans élaborés sur ce qu'ils feraient de la maison et de l'entreprise, une fois que je serais enfin hors du tableau. Il y avait des conversations sans fin se moquant de ma personnalité de bourreau de travail. Kevin riait de la façon dont je ne verrais jamais la trahison venir, parce que j'étais trop, col bleu, et confiant. Chloé me désignait comme, ce plombier têtu, dans des dizaines de messages. Elle a dit à mon frère que j'étais trop stupide pour remarquer ce qui se passait juste sous mon nez, et trop ennuyeux physiquement pour intéresser une femme vibrante comme elle. Kevin me désignait constamment comme, la machine à fric. Il a littéralement envoyé un texto, laisse la machine à fric continuer de trimer. Il est bon pour financer notre style de vie, mais il n'est pas assez malin pour réaliser qu'il n'est qu'un bouche-trou, en attendant que nous passions à l'action. Un fil de discussion particulier, qui m'a rendu physiquement nauséeux, datait de la veille de Noël dernier. J'avais été appelé pour une intervention d'urgence massive. Une canalisation principale avait éclaté dans le vide sanitaire d'une grande maison de retraite. Si je ne la réparais pas, 80 résidents âgés auraient été laissés dans le froid, sans chauffage, en plein hiver à Chicago. Pendant que je rampais littéralement à 4 pattes, dans une boue glaciale et nauséabonde, me brisant les phalanges pour m'assurer que des personnes âgées ne meurent pas de froid, Chloé et Kevin étaient assis près de ma cheminée, buvant mon meilleur scotch. Et planifiant comment ils allaient me faire interner, afin que Chloé puisse obtenir la tutelle de mes actifs. Et le pire, le coup de poignard le plus profond dans le dos? Mes propres enfants étaient des complices. Lucas, à 17 ans, était leur agent de contre-surveillance. Il désactivait notre système de sécurité Ring, et supprimait manuellement les enregistrements de la caméra, chaque fois que Kevin venait pendant mes heures de travail. J'avais payé des milliers d'euros pour installer ce système haut de gamme, spécifiquement pour protéger ma famille des intrus. Et mon propre fils de 17 ans l'utilisait comme une arme, pour aider sa mère à coucher avec son oncle. Mia, ma douce petite princesse, avait créé des alibis élaborés et documentés pour les allées et venues de Chloé. Elle m'envoyait des textos du genre « Maman est à son club de lecture » ou « Maman m'a emmené faire du shopping avec tante Linda » ou encore « Maman prend un café avec Madame Henderson » un peu plus loin dans la rue. Tous des mensonges, tous parfaitement coordonnés, tous livrés avec le sourire innocent et doux d'une jeune fille de 14 ans, qui aurait dû s'inquiéter de ses contrôles d'algèbre, pas de couvrir l'adultère dégoûtant de sa mère. Ils avaient un groupe de discussion dédié, Chloé, Kevin, Lucas et Mia. Ils utilisaient des noms de code pour absolument tout. On m'appelait, le patron. Kevin était, oncle K. Le rendez-vous galant était appelé, séance d'études. Mes voyages d'affaires hors de l'État étaient des opportunités en or. Mes appels de plomberie d'urgence tard dans la nuit étaient des laissez-passer. Les messages de mes propres enfants faisaient plus mal que n'importe quelle balle n'aurait pu le faire. Lucas envoyant un texto à Kevin, le patron est en retard, il rentre du chantier du centre-ville. La voie est complètement libre pour une séance d'études. Mia envoyant un texto au groupe, c'est bon. Le patron travaille encore tard. Je lui ai dit que tu étais au yoga, maman. Amuse-toi bien avec oncle K, ma propre chair et mon propre sang étaient des complices volontaires et enthousiastes, dans la liaison de ma femme avec mon frère. Laissez ça vous imprégner l'esprit une seconde. C'étaient les enfants à qui j'avais appris à faire du vélo. Les enfants pour qui je restais éveillé jusqu'à 2 heures du matin, pour les aider avec leurs exposés scientifiques. Les enfants que j'emmenais au match de baseball, au récital de danse, et pour qui je payais des cours particuliers. Je m'étais littéralement épuisé physiquement, pour leur offrir une vie de pur privilège. Et ils m'ont remercié en se moquant de moi, et en aidant à détruire notre famille de l'intérieur. Ils se moquaient ouvertement de mon apparence dans le chat. Ils riaient de mes bottes de travail sales. Ils se moquaient de mes histoires ennuyeuses de chantier de construction.
Un fil de discussion de la fête des pères de l'année dernière a brisé ce qu'il restait de mon cœur. Pendant que j'étais dehors sous une chaleur étouffante, grillant joyeusement des steaks chers pour ce que je pensais sincèrement être une belle fête de famille, ils étaient à l'intérieur, s'envoyant des textos sur à quel point toute la journée était fausse et gênante. Comptant les minutes exactes jusqu'à ce que j'aille dormir, pour qu'ils puissent revenir à la normale. J'avais été si immensément fier ce jour-là, regardant autour de moi dans le jardin, pensant à quel point j'étais incroyablement chanceux. J'étais une blague pour eux, un portefeuille ambulant. Je me suis assis sur le sol de la chambre de Mia pendant 3 heures entières. Mes mains ont arrêté de trembler après la première heure. Un calme étrange, terrifiant et glacial a envahi tout mon corps. C'était comme si un interrupteur s'était actionné dans mon cerveau, tuant le mari et le père, et réveillant l'homme d'affaires impitoyable. J'ai systématiquement parcouru le téléphone, et j'ai envoyé chaque capture d'écran, photo, vidéo et journal de texto à un serveur cloud sécurisé et crypté, que j'ai mis en place sur le champ. J'ai documenté leurs discussions sur les comptes bancaires, et leur calendrier exact pour me mettre hors jeu. Ils avaient prévu de me pousser délibérément vers une dépression nerveuse, en gonflant la dette des cartes de crédit et en causant des problèmes au travail. Ainsi, Chloé pourrait me surprendre avec un divorce, prétendre que j'étais mentalement instable, prendre la moitié de tout ce que j'avais construit, et me forcer à payer une pension alimentaire massive, pendant qu'elle et Kevin vivraient ouvertement ensemble. Le dernier message que j'ai capturé était de Chloé à Kevin, envoyé juste 3 jours auparavant. Marc devient méfiant à propos des factures de Saks. Nous devons être beaucoup plus prudents. Je pense qu'il est presque temps de passer à l'action et d'appuyer sur la gâchette avec les avocats. Il prévoyait de me détruire financièrement, mentalement et personnellement, de me faire perdre l'entreprise, perdre la maison, puis de fondre sur moi pour prendre le contrôle total de mon héritage. Quand je me suis finalement levé, ma vision était d'une clarté cristalline. J'ai essuyé l'écran du téléphone, je l'ai replacé exactement derrière les manuels d'histoire AP où je l'avais trouvé, j'ai attrapé mon iPad, et je suis descendu lentement. Je suis entré dans la cuisine, et j'ai trouvé ma famille aimante assise autour de l'îlot, en train de dîner d'un repas que Chloé avait commandé dans un restaurant italien haut de gamme. Chloé a souri vivement, ses yeux pétillants, et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Kevin était assis là, sur un tabouret de bar, buvant ma bière importée, plaisantant bruyamment sur un client d'entreprise qui avait essayé de négocier nos prix d'installation de CVC à la baisse. Ces costards cravates pensent que la plomberie et l'électricité, c'est juste tourner des clés à molette, a ri Kevin, en prenant une gorgée de ma bière. Ils ne comprennent pas le haut niveau de compétence et de gestion impliqué. Non, ai-je convenu, en regardant directement dans les yeux de mon frère avec un sourire parfaitement étudié. Ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe en coulisses. Lucas est intervenu, demandant si je pouvais lui virer 500 € pour les frais d'inscription à l'université ce week-end. Mia a geint qu'elle avait besoin de 1200 €, pour un voyage de ski scolaire exclusif au Colorado. Chloé a mentionné nonchalamment qu'elle nous avait réservé une table pour un dîner romantique samedi soir, dans le nouveau steakhouse étoilé Michelin du centre-ville, pour nous reconnecter. J'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai mangé mes pâtes. Et j'ai fait des promesses que je savais que je ne tiendrais jamais. Parce que dans ma tête, j'étais déjà en train de dessiner les plans du projet de démolition le plus important de toute ma carrière. Mise à jour 1. Cette nuit-là, allongé éveillé à côté de la femme qui complotait ma ruine, j'ai commencé à planifier la démolition systématique, par la politique de la terre brûlée, de tous ceux qui m'avaient trahi. Étape 1, collecte intensive de renseignements. Je ne pouvais pas les laisser sentir le moindre soupçon, alors je devais être un fantôme. Au cours du mois suivant, j'ai absolument tout documenté. J'ai acheté une caméra cachée discrète, déguisée en chargeur de téléphone, et je l'ai branchée dans mon bureau à la maison. En 3 jours, elle a filmé Kevin se faufilant dans mon bureau, se connectant à mon ordinateur, et utilisant son téléphone pour photographier des documents financiers hautement confidentiels, les fiches de paie des employés, et mes polices d'assurance vie personnelle. J'ai créé une chronologie massive, codée par couleur, de toutes leurs liaisons, en utilisant d'anciens relevés de cartes de crédit et les enregistrements de sécurité que Lucas pensait avoir définitivement supprimés. Conseil de pro, payez toujours pour la sauvegarde cloud cachée, à laquelle les utilisateurs secondaires ne peuvent pas accéder. Lucas supprimait les enregistrements du disque local, ignorant complètement que tout était directement envoyé sur un serveur AWS crypté que je contrôlais. Les images récupérées étaient exceptionnellement accablantes.
Le camion de Kevin arrivant dans mon allée à 10 h du matin le mardi. Lui utilisant une clé de rechange pour entrer par la porte patio arrière, comme s'il était le propriétaire. Chloé l'accueillant dans le hall d'entrée, vêtue de lingerie que j'avais payée, l'embrassant passionnément avant de l'entraîner à l'étage. Chloé a rendu le suivi financier incroyablement facile, car son arrogance était aveuglante. Elle réservait des chambres d'hôtel de luxe sur notre carte de crédit conjointe, prétendant que c'était pour des week-ends de bien-être entre filles, qui n'incluaient en réalité aucune fille. Les frais d'hôtel étaient toujours explicitement pour une occupation simple avec un très grand lit, et ils coïncidaient miraculeusement toujours avec les jours exacts où Kevin m'avait dit qu'il prenait du temps personnel, pour aller à la pêche ou rendre visite à des parents malades. Elle a acheté pour des milliers d'euros d'eau de Cologne pour hommes, de cravates en soie et de montres, en les facturant sur notre compte joint. Elle a même acheté à Kevin une montre de marque à 400 € pour la fête des patrons, et l'a inscrite comme un « cadeau familial pour Marc » sur sa feuille de calcul de dépenses. Elle utilisait littéralement mon argent pour acheter des cadeaux à mon frère, afin de célébrer le fait qu'il reprenait mon rôle d'homme de la maison. Elle pensait que j'étais trop stupide en mathématiques pour lire un relevé de carte de crédit détaillé. La femme qui m'appelait constamment un génie financier, pour avoir bâti un empire de plusieurs millions d'euros, s'est en quelque sorte convaincue que je ne pouvais pas faire de comptabilité judiciaire de base. Kevin était tout aussi, et ridiculement, négligent. Il utilisait régulièrement les véhicules de la flotte de mon entreprise pour des trajets personnels, afin de rencontrer Chloé dans des hôtels. J'avais installé un suivi GPS haut de gamme sur tous les camions commerciaux à des fins d'assurance. Je pouvais donc voir les coordonnées exactes de l'endroit où il se garait, la durée d'arrêt du moteur, et l'heure de son départ. Il facturait des dîners romantiques à 300 € sur sa carte de frais d'entreprise, les codant comme des « réunions d'acquisition de clients ». J'ai vérifié les dates. C'était exactement les mêmes soirs où Chloé prétendait être à ses ateliers de yoga tardif. La preuve la plus douloureuse à rassembler a été l'implication des enfants. J'ai exporté tout l'historique de discussion du téléphone secret de Chloé, qu'elle avait négligemment laissé dans son sac de sport un soir. J'avais des preuves horodatées irréfutables de Lucas désactivant les caméras, et de Mia truquant des photos sur Instagram pour donner de faux alibis à Chloé. Mon fils était un menteur calculateur. Ma fille était une manipulatrice experte. Leur mère les avait transformés avec succès en complices. Étape 2, préparation financière. Je ne pouvais pas simplement faire mes valises et disparaître comme un personnage de film. J'avais 32 employés qui comptaient sur moi pour nourrir leur famille. J'avais des contrats commerciaux massifs, des obligations légales, et des cautions. Mais je savais exactement comment restructurer légalement le tout, pour protéger mes actifs, tout en laissant mes traîtres payer les pots cassés. J'ai secrètement engagé un avocat d'affaires impitoyable, nommé Vance, et un comptable judiciaire. J'ai appris que dans notre état spécifique, l'adultère a encore un impact lourd sur les règlements de divorce, surtout lorsqu'il implique une fraude financière flagrante, une dissipation des biens matrimoniaux, et un membre de la famille. La montagne de preuves que j'avais rassemblées n'était pas seulement une preuve de tromperie. C'était une preuve irréfutable d'une conspiration financière coordonnée. Sur les conseils de Vance, j'ai discrètement créé une toute nouvelle LLC, totalement isolée, enregistrée au Nevada. Elle était complètement séparée de mon entreprise principale de Chicago. Au cours de 6 semaines, j'ai lentement commencé à transférer des actifs liquides personnels dans la nouvelle entité, sous le couvert d'une expansion commerciale agressive. J'ai vendu en privé ma précieuse Chevelle SS de 1969, entièrement restaurée, et mon bateau de pêche, en espèces, à un collectionneur de l'Ohio. J'ai déposé ces 120 000 € directement sur un nouveau compte caché. J'ai liquidé mes portefeuilles d'actions personnelles, disant à Chloé que je me diversifiais simplement dans l'immobilier commercial, lorsqu'elle m'a nonchalamment demandé pourquoi un relevé bancaire avait l'air différent. Elle s'en fichait. Tant que sa carte de crédit platine continuait de passer avec succès, elle se moquait que j'imprime l'argent dans la cave. Étape 3, restructuration de l'entreprise. Je ne pouvais pas simplement virer Kevin sans motif légal solide. Il n'était pas seulement un employé. C'était un cadre de haut niveau. Et le licencier brusquement pourrait déclencher une poursuite pour licenciement abusif, qui exposerait mes connaissances trop tôt. Mais je n'avais pas besoin d'inventer une raison pour le virer. Il m'en a donné plein. Mon comptable et moi avons fait une analyse approfondie du département de Kevin. J'ai documenté chacune de ses défaillances de gestion catastrophique, son habitude de manquer des réunions clients cruciales, son incapacité totale à gérer la logistique technique des nouveaux systèmes de CVC.
Mais le vrai jackpot, nous l'avons découvert, Kevin avait détourné des fonds de manière agressive. C'était de petites sommes au début, mais ça a augmenté. Il créait de fausses factures pour des tuyaux en cuivre et des fils électriques, provenant d'un fournisseur fantôme qu'il avait créé, approuvait lui-même les paiements, et empochait l'argent. Il facturait également les réparations de son camion personnel, les courses familiales, et les dîners de luxe à l'entreprise. Le total volé sur 3 ans était juste au-dessus de 55 000 €. J'ai laissé cela continuer pendant 2 semaines de plus, le laissant creuser sa propre tombe fédérale plus profondément, pendant que mon comptable certifiait chaque facture frauduleuse. En même temps, j'ai discrètement promu mes 2 techniciens supérieurs les plus loyaux au poste de directeur des opérations. Je leur ai donné des augmentations massives, de meilleurs avantages sociaux, et des participations au capital dans les projets futurs. J'ai secrètement mis en place une redondance totale dans chaque système opérationnel, pour que l'entreprise ne rate pas une seule seconde, le moment où je ferai tomber la guillotine sur le cou de Kevin. Étape 4, la torture psychologique de prétendre que tout allait bien. Pendant 2 mois angoissants, j'ai vécu une double vie brutale. De 7h à 17h, j'étais Marc, le patron prospère et confiant, et le mari aimant. De 17h à 2h du matin, j'étais un fantôme préparant une guerre totale. Le comportement de Chloé est devenu incroyablement audacieux. Elle est rentrée du yoga un après-midi avec les cheveux en désordre, et un léger suçon, mal dissimulé, sur la clavicule. Elle a commencé à exiger que nous achetions un chalet de vacances à 1,2 million € à Aspen, parce que, tous les couples qui réussissent au club ont des résidences d'hiver. Quand j'ai gentiment suggéré que nous devrions être plus conservateurs avec nos liquidités, compte tenu de l'économie actuelle, elle a perdu la tête. Je ne t'ai pas épousé pour vivre comme si nous étions des paysans en difficulté, a-t-elle crié dans la cuisine. J'aurais pu épouser n'importe qui. Des banquiers d'investissement, des chirurgiens, des avocats d'affaires étaient obsédés par moi. J'ai choisi un artisan parce que je pensais que tu avais l'ambition de devenir quelque chose de plus. Un artisan. Après avoir bâti un empire de 5 millions € à partir de rien, lui avoir acheté un manoir, et m'être usé jusqu'à l'arthrite précoce pour financer sa vanité, j'étais toujours juste un sale artisan à ses yeux. Je l'ai juste regardé, j'ai souri doucement, et j'ai dit, tu as raison, chérie. Je travaillerai plus dur. Le masque de Kevin tombait aussi. Il a commencé à agir comme s'il possédait 50% de l'entreprise. Il entrait dans mon bureau, mettait les pieds sur mon bureau, et disait des choses comme, Marc, j'ai besoin que tu t'occupes personnellement de l'inspection du gratte-ciel Smith aujourd'hui. J'ai des réunions de réseautage critiques tout l'après-midi. Les réunions de réseautage étaient dans un Marriott, avec Chloé. Je le savais parce que je regardais le point GPS de son camion se déplacer en parfaite synchronisation avec la localisation du téléphone de Chloé sur notre application de suivi familial. Les enfants ont intensifié leurs demandes. Lucas a exigé que je co-signe un énorme prêt étudiant privé de 32 000 € par an, parce qu'il ne voulait pas aller à l'université d'État parfaitement respectable. Mia a commencé à faire des commentaires manipulateurs comme « Papa, maman dit que tu as l'air super vieux et stressé ces derniers temps. Peut-être que tu devrais juste prendre ta retraite anticipée, et laisser oncle Kevin diriger l'entreprise. Il est si doué pour ça. » À 14 ans, elle faisait activement pression pour que je cède le travail de ma vie à l'homme qui couchait avec sa mère. La goutte d'eau, le moment où j'ai décidé qu'il était temps d'appuyer sur le bouton, s'est produit il y a 6 semaines. Je suis rentré 3 heures plus tôt d'un chantier, parce qu'une grue massive était tombée en panne. Je suis arrivé dans ma rue, et j'ai vu le camion de Kevin garé en plein dans mon allée. Pas caché au bout de la rue, pas garé discrètement dans le garage, en plein milieu de mon allée, comme s'il y habitait. J'ai garé mon camion un pâté de maison plus loin. Je suis resté assis dans la cabine pendant 10 minutes, à écouter la radio, laissant mon rythme cardiaque ralentir. Puis, j'ai marché jusqu'à ma maison, j'ai déverrouillé la porte d'entrée, et je suis entré dans la cuisine. Kevin était entièrement habillé, assis au bout de ma table de cuisine, buvant mon café. Chloé était assise à côté de lui, ne portant rien d'autre qu'un fin peignoir de soie, à 14h un mardi. Ses cheveux étaient mouillés par la douche. Mia était assise dans le salon, jouant sur son téléphone. « Salut, frangin », a dit Kevin, sans même sourciller. Je suis juste passé déposer des papiers et prendre des nouvelles de Chloé et des enfants. Tu sais comment Rachel s'inquiète quand je travaille tard. Chloé m'a regardé droit dans les yeux, a resserré son peignoir, et a souri. Chérie, tu es rentrée si tôt. Tout va bien au travail ?
L'audace pure et simple était à couper le souffle. Ils étaient si absolument confiants dans ma stupidité, qu'ils n'ont même pas pris la peine de s'agiter ou d'inventer une histoire de couverture crédible. Juste une grue en panne, ai-je dit calmement, en prenant une bouteille d'eau dans le frigo. Rien de grave. Bien, a dit Kevin, en se levant et en s'étirant. Eh bien, je devrais retourner au bureau. Merci pour le café, Chloé. Et ne t'inquiète pas pour ce dont nous avons discuté. Tout va s'arranger parfaitement. Il s'est approché, et m'a réellement serré dans ses bras. Il m'a fait un câlin d'au revoir. Je pouvais sentir son alliance pressée contre mon épaule. Le rouge à lèvres de Chloé était légèrement étalé au coin de sa bouche. Mia a levé les yeux de son téléphone, et m'a adressé un sourire écœurant de douceur. Comment s'est passée ta journée au travail, papa? Cette nuit-là, j'ai autorisé Vance à lancer la séquence de lancement. La beauté de la gestion d'une entreprise technique de grande envergure, c'est que l'on apprend à exécuter des opérations complexes avec une synchronisation parfaite et impitoyable. Une erreur, une étape hors d'ordre, et tout le système explose. Le même principe s'applique exactement à la destruction des personnes qui vous ont trahi. Phase 1, la dévastation financière. J'avais déjà passé des mois à déplacer mes actifs liquides légitimes des comptes joints vers ma LLC protégée du Nevada. Chloé n'a jamais remarqué la baisse des soldes, parce que mon comptable et moi avons fait quelque chose de brillamment diabolique. J'ai contracté une ligne de crédit professionnel massive, garantie strictement par les actifs matériels de l'entreprise, sur lesquels Chloé n'avait aucune revendication légale. J'ai utilisé cette dette à taux d'intérêt élevé, pour gonfler artificiellement notre compte courant joint. Je finançais littéralement ces virées shopping chez Lululemon et Prada avec une dette toxique, tout en accumulant tout l'argent réel dans une coquille d'entreprise intouchable. Lundi matin, à 8 heures, j'ai définitivement clôturé toutes les cartes de crédit conjointes. J'ai bloqué les comptes courants joints. Chloé l'a découvert à 11h30, lorsque sa carte a été humiliée en étant refusée pour un achat de 900 € chez Nordstrom. Elle m'a appelé, hurlant absolument dans le téléphone, « Qu'est-ce que tu as foutu à nos comptes ?» La caissière m'a regardé comme si j'étais une sans-abri. « Oh, je suis vraiment désolé, chérie, ai-je menti calmement. La banque a signalé une transaction frauduleuse. J'ai dû les geler. Je suis en train de tout consolider pour obtenir de meilleurs taux d'intérêt. Les nouvelles cartes platine devraient arriver par FedEx mercredi. Elles ne sont pas arrivées mercredi, parce que je ne les avais jamais commandées. Elle était complètement coupée du monde. Phase 2, détruire Kevin. Mardi matin, j'ai convoqué une réunion d'urgence à huis clos avec mon avocat, Vance, mon comptable, et la sécurité privée. Nous avons finalisé les preuves du détournement de 55 000 € par Kevin, et de son utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Nous avons rédigé une lettre de licenciement blindée, et une mise en demeure légale de remboursement immédiat des fonds volés. Kevin est entré nonchalamment au bureau à 9h30 mercredi, un gobelet Starbucks à la main. Il s'est dirigé vers son bureau et a constaté que sa carte d'accès ne fonctionnait pas. Avant qu'il ne puisse frapper, mon chef de la sécurité, un ancien marine massif nommé Dave, lui a tapé sur l'épaule. Dave a tendu à Kevin une boîte en carton contenant ses effets personnels de bureau, et l'a escorté jusqu'à la salle de conférence où Vance et moi attendions. Kevin a semblé confus, puis agacé. « Qu'est-ce que c'est, Marc ? Une sorte de blague d'évaluation de performance ? » J'ai fait glisser le dossier de licenciement sur la table. « Tu es viré, Kevin. » Avec effet immédiat, pour faute grave. Il a ri nerveusement. « Tu ne peux pas me virer. Je dirige la moitié de cette entreprise. Nous sommes frères. La famille ne fait pas ça à la famille. La famille ne vole pas 55 000 € en utilisant de fausses factures de cuivre, pour financer des chambres d'hôtel avec la femme de son frère, ai-je dit. » Ma voix était si basse qu'elle a résonné dans la pièce. Tout le sang a instantanément quitté le visage de Kevin. On aurait dit qu'il avait reçu une balle dans le ventre. « Marc, Tu ne comprends pas, vérifiez le dossier, a dit froidement Vance. Il contient les journaux GPS horodatés de votre véhicule de société au Marriott, des copies des factures frauduleuses que vous avez signées, et une demande formelle de 55 000 €. Si vous ne signez pas la renonciation à l'indemnité de départ, abandonnant toutes vos revendications en action. Nous remettrons ce dossier au département de police de Chicago pour des accusations de détournement de fonds. Les mains de Kevin tremblaient violemment alors qu'il ouvrait le dossier. Il a vu les photos de lui et de Chloé.
Il a vu les journaux de texto. Il a commencé à hyperventiler. Marc, s'il te plaît, s'il te plaît. C'était son idée. C'est elle qui m'a dragué. Elle a dit que tu la négligeais. Signe le papier, Kevin, ou Dave appelle les flics tout de suite. Il a signé, en sanglotant. Dave l'a escorté jusqu'au parking. Kevin s'est dirigé vers son camion F250 fourni par l'entreprise, pour trouver un agent de recouvrement en train de l'enchaîner à une dépanneuse. J'avais annulé le contrat de location de l'entreprise pour son véhicule. Il a dû appeler un Uber pour rentrer chez lui. Alors qu'il se tenait en larmes sur le parking, je suis sorti et je lui ai tendu une dernière enveloppe. Oh, et Kevin, mon comptable a légalement dû déclarer tes 55 000 € volés comme revenus non imposés à l'IRS. Je te recommande vivement de trouver un bon avocat fiscaliste fédéral. Bonne continuation. Phase 3, les enfants apprennent les conséquences. Le fonds d'études de Lucas était un plan 529 strictement à mon nom. En tant que dépositaire, je l'avais largement financé pendant 12 ans. Il contenait environ 210 000 €. Mercredi après-midi, je l'ai entièrement liquidé, j'ai assumé la pénalité fiscale, et j'ai transféré le solde restant directement dans ma LLC, comme capital d'exploitation. Le fonds de 50 000 € pour la voiture des 16 ans de Mia a subi exactement le même traitement. Jeudi matin, je me suis connecté à notre forfait cellulaire familial, et j'ai définitivement annulé les numéros de téléphone de Lucas et Mia. J'ai contacté les ressources humaines, et je les ai fait retirer immédiatement de mes assurances santé et automobile premium en tant que dépendant. J'ai clôturé les cartes de crédit secondaires qu'ils utilisaient pour l'essence, la nourriture et les loisirs. Lucas l'a découvert lorsqu'il a essayé d'offrir le déjeuner à ses amis à l'école, et que sa carte a été brutalement refusée. Mia l'a appris lorsque son iPhone a perdu tout service cellulaire au milieu de la 3e heure de cours. Ils ont tous les deux paniqué et ont appelé Chloé depuis le bureau de l'école. Chloé, réalisant que ses cartes étaient toujours gelées, a appelé le téléphone de mon bureau dans une rage aveugle. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle hurlé. Les téléphones des enfants sont morts. Leurs cartes sont refusées. Tu punis des enfants innocents pour un problème de banque. Il n'y a pas de problème, Chloé, ai-je répondu, la voix morte et plate. Je leur apprends que les actions ont de graves conséquences. Ils ont choisi de t'aider à me trahir. Ils ont choisi de faire le guet pendant que tu couchais avec mon frère. Maintenant, ils vont voir exactement à quoi ressemble la vie, sans le soutien financier du plombier têtu. Silence de mort au bout du fil. J'ai pu entendre sa respiration s'arrêter. Marc, de quoi parles-tu, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. J'ai le téléphone secret, Chloé. J'ai le groupe de discussion. J'ai les enregistrements de sécurité que Lucas a supprimés. Je sais pour le Marriott. Je sais pour les séances d'études. Je sais absolument tout. Elle a laissé tomber le téléphone. Je l'ai entendu claquer sur le sol. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, j'ai reçu un texto frénétique de Lucas, depuis le téléphone d'un ami, « Papa, s'il te plaît, appelle-moi. » Maman fait une crise de panique par terre. J'ai besoin de m'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Phase 4, la bombe nucléaire. Vendredi matin était une belle matinée fraîche de Chicago. Je me suis réveillé à 5h30, je me suis fait une tasse de café de qualité supérieure, et je suis allé au bureau comme n'importe quel autre jour. J'ai laissé Chloé dormir dans notre lit king size sur mesure, le lit exact où elle avait été intime avec mon frère des dizaines de fois, pendant que je travaillais dans le froid glacial pour payer son style de vie de luxe. À exactement 9h, alors que Chloé était à son cours de yoga chaud à 250 € par mois, essayant désespérément de calmer ses nerfs, une énorme entreprise de déménagement commercial est arrivée à notre maison. Je les avais préengagés des semaines auparavant. J'ai donné au contremaître les clés maîtresses, et une liste d'inventaire très spécifique et légalement validée. Ils ont systématiquement enlevé et emballé dans un garde-meuble tous mes effets personnels, mes vêtements, mes outils, mes appareils électroniques, les meubles anciens que j'avais hérités de mes parents. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je leur ai également fait retirer légalement tout ce que j'avais explicitement acheté pour les enfants avec mon seul revenu. Ils ont emballé le PC de jeu personnalisé de Lucas à 4 000 €, ses baskets de marque, et son téléviseur à écran plat. Ils ont emballé toute la garde-robe de luxe de Mia, son MacBook, et ses bijoux coûteux.
Tout ce qui était techniquement et légalement ma propriété. Les déménageurs étaient d'une efficacité militaire. À midi, la maison de 420 mètres carrés avait l'air d'avoir été dévastée par des sauterelles. Tout ce qui restait, c'étaient les vêtements de Chloé, ses tapis de yoga, et un seul tabouret de cuisine. Quand Chloé est rentrée à 13 heures, elle est entrée dans une maison complètement vide et résonnante. Sur le comptoir de l'îlot de cuisine, assis sous un seul projecteur, il y avait un dossier manille. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, une copie imprimée de ses textos avec Kevin m'appelant une « machine à fric » et une courte note manuscrite. Je sais tout. Les papiers du divorce seront déposés lundi. La maison est lourdement hypothéquée pour payer tes dettes de carte de crédit. Ne me contacte pas directement. Toute communication passe par Vance. Profite de ta vie authentique. Mon téléphone professionnel a commencé à sonner immédiatement. C'était Chloé, appelant depuis le téléphone d'un voisin, puis Kevin, puis Lucas. Je les ai tous ignorés. J'étais déjà dans mon camion, roulant à 110 km/h sur l'autoroute, en direction de l'ouest, vers ma nouvelle vie en Idaho. Mise à jour 2. C'était il y a exactement 3 mois. J'écris cette dernière mise à jour depuis mon magnifique et tranquille chalet dans les montagnes de l'Idaho. Je l'ai acheté comptant, via ma LLC. J'ai commencé à faire de la consultation CVC hautement spécialisée et peu stressante, pour des résidences de villégiature de montagne ultra luxueuses. Je travaille peut-être 30 heures par semaine. Le salaire est astronomique. L'air est pur. Et absolument personne dans cette ville ne sait quoi que ce soit de mon passé. Vance, mon avocat impitoyable, a géré toute la procédure de divorce sans que j'aie jamais à remettre les pieds en Illinois. En raison des preuves documentées accablantes de son infidélité, de la conspiration pour cacher des actifs, et de la dette massive que j'avais légalement liée à ses dépenses, le divorce s'est déroulé pratiquement sans opposition. Son avocat a jeté un coup d'œil au dossier de détournement de fonds et de fraude que nous avions sur Kevin, et lui a conseillé de se rendre immédiatement, ou de faire face à de possibles accusations de complot civil. Chloé a obtenu exactement ce à quoi elle avait légalement droit en vertu de la loi de l'État. Rien de plus, rien de moins. L'immense maison de banlieue a été vendue de force, pour rembourser la ligne de crédit professionnel massive que j'avais contractée, la dette que j'ai utilisée pour financer ces derniers mois de luxe. Une fois l'hypothèque remboursée, les frais d'avocat payés, et les règlements de dette finalisés, Chloé est repartie d'un mariage de 20 ans et d'un empire de plusieurs millions d'euros, avec un grand total de 18 400 €. La vie de Kevin a implosé avec la force d'une étoile mourante. Sa femme, Rachel, a immédiatement demandé le divorce le jour où elle a découvert la liaison et le détournement de fonds. Elle était dégoûtée. Elle a obtenu la garde exclusive de leurs enfants, a pris la maison, et est retournée dans sa ville natale du Michigan. Mais ce n'était pas le pire pour Kevin. L'enquête de l'IRS que j'ai déclenchée a ouvert un audit fédéral massif. Ils n'ont pas seulement trouvé les 55 000 € qu'ils m'avaient volés. Ils ont découvert 3 années consécutives de grave évasion fiscale et de déductions frauduleuses sur ses déclarations personnelles. Il fait actuellement face à des accusations de fraude fiscale fédérale, et doit au gouvernement plus de 250 000 € en arriérés d'impôts, intérêts et pénalités sévères. Il a essayé de lancer sa propre petite entreprise de plomberie, mais il n'a pas pu obtenir de cautionnement ni d'assurance en raison de ces accusations criminelles en cours. Aux dernières nouvelles, mon charmant frère beau-parleur travaillait comme journalier dans une équipe de charpenterie non syndiquée, gagnant 16 € de l'heure, et vivant dans une chambre louée au-dessus d'un bar miteux et bruyant. Les enfants ont appris une leçon très dure, et très réelle, sur ce à quoi ressemble la vie sans l'argent du plombier têtu. Parce que j'ai liquidé son fonds d'études, Lucas a dû contracter des prêts étudiants massifs à taux d'intérêt élevés, juste pour fréquenter un collège communautaire local, au lieu de l'université privée d'élite de 4 ans dont il s'était vanté auprès de ses amis. Il prend le bus maintenant. Mia a dû abandonner son équipe de volley-ball d'élite, et prendre un travail à temps partiel au service au volant d'un Wendy's, juste pour payer son propre téléphone portable prépayé et des vêtements de base. Mais c'est ici que l'histoire atteint son apogée absolu. Il y a 2 semaines, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu de Chicago. J'ai répondu avec prudence. Marc, s'il te plaît, ne raccroche pas, c'était Chloé. Elle avait l'air absolument anéantie. Sa voix était rauque, faible, et complètement brisée. Elle avait réussi à retrouver mon nouveau numéro, non répertorié. Elle a probablement dépensé une partie de son maigre règlement de 18 000 € pour engager un détective privé.
Je me suis penché en arrière dans ma chaise de terrasse, regardant les montagnes enneigées. Tu as exactement 60 secondes, Chloé. Parle vite. J'ai fait une terrible erreur, a-t-elle sangloté, s'effondrant complètement. Je traversais une sorte de grave crise de la quarantaine. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Je sais exactement à quel point c'est horrible sur le papier, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Kevin m'a manipulé. Il m'a convaincu que tu ne m'appréciais pas. Que tu m'ignorais pour l'entreprise. Je vois maintenant qu'il se servait juste de moi pour atteindre ton argent. Oh, comme les puissants sont tombés. L'illusion pure était presque impressionnante. Que veux-tu, Chloé, ai-je demandé, la voix dénuée de toute émotion. Je veux retrouver ma famille. Je veux rentrer à la maison, a-t-elle pleuré. Je déménagerai où que tu sois. Je vivrai dans une cabane. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, Marc. Je ne peux pas survivre seul comme ça. J'ai éclaté de rire. Le son a résonné contre les arbres. Rentrer à la maison. Où ça? La maison est vendue. L'entreprise est restructurée. Ton petit ami risque la prison fédérale. Je vis à 3000 km. Il n'y a pas de maison. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Je travaille comme caissière dans un Walmart. Je vis dans un studio qui sent la moisissure. J'ai à peine de quoi payer mon loyer. Mes amis du club ont bloqué mon numéro. Ma propre mère ne me parle plus, à cause de ce que j'ai fait avec Kevin. Je n'ai absolument rien. Tu aurais dû y penser, avant de me traiter de drone sans cervelle, pendant que je réparais des tuyaux dans la boue glaciale la veille de Noël, ai-je dit froidement. Silence de mort au bout du fil. Tu as vu ce message précis? J'ai tout vu, Chloé. Chaque photo, chaque vidéo dans mon lit, chaque plan détaillé que vous avez fait pour me pousser à la dépression, afin de pouvoir voler mon entreprise. Tu n'as pas seulement trompé dans un moment de faiblesse. Tu as conspiré avec ma propre chair et mon propre sang. Pour détruire systématiquement ma vie pendant 2 ans. J'étais juste en colère quand j'ai écrit ces choses. Je me défoulais. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais, ai-je répliqué. Tu pensais chaque syllabe. Tu as épousé un artisan, en pensant que tu pourrais le modeler en un distributeur de billets de la haute société. Et quand tu t'es lassé de dépenser mon argent, tu as décidé de m'échanger contre mon frère. Eh bien, félicitations. Tu l'as eu. Et les enfants? A-t-elle crié désespérément. Ils ont besoin de leur père. Ils sont en difficulté. Les enfants ont choisi leur camp, ai-je dit. Ils ont passé 2 années entières à me regarder dans les yeux, et à me mentir en face. Lucas est maintenant un adulte légal. Il peut prendre soin de lui-même. Mia apprendra enfin ce que signifie réellement avoir de l'intégrité, et travailler pour 1 euro. Même si elle doit l'apprendre à la dure. Je signerai n'importe quel contrat post-nuptial blindé que tu veux, a-t-elle plaidé, en hyperventilant. Je renoncerai à tous les droits légaux sur tes futurs actifs. Je veux juste une chance de réparer ça. Il n'y a absolument rien à réparer, Chloé. C'était fini à la seconde exacte où tu as décidé d'écarter les jambes pour mon frère, dans le lit que je t'ai acheté. N'appelle plus jamais ce numéro. Qu'est-ce que je suis censé faire, a-t-elle gémi. Exactement la même chose que j'ai faite, quand j'étais un gamin de 16 ans à Chicago, avec rien d'autre qu'une clé à molette et les poches vides, ai-je dit. Va travailler. Débrouille-toi. Construis quelque chose de tes propres mains, au lieu d'essayer de voler ce que d'autres ont construit en saignant. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro, et j'ai pris une gorgée de mon café. 2 jours plus tard, Lucas a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, « Papa, s'il te plaît, ne raccroche pas », a-t-il dit. Il avait l'air en colère, mais je pouvais entendre la pure panique sous-jacente. Maman m'a dit qu'elle t'avait parlé. Je sais que tu nous détestes, mais nous sommes absolument désespérés. Je ne te déteste pas, Lucas, ai-je dit calmement. La haine exigerait que je me soucie encore de toi. Je suis complètement indifférent à ton sort. Papa, je sais que j'ai merdé. Je sais que je n'aurais pas dû aider maman à te cacher des choses, mais j'étais terrifié. Elle m'a dit que si jamais tu l'apprenais, tu deviendrais fou, tu divorcerais d'elle. Et nous perdrions la maison et tout ce que nous avions. J'étais juste un gamin qui protégeait sa mère.
Alors, au lieu de dire la vérité, tu l'as activement aidé à planifier de me détruire en premier, ai-je contré. Tu as supprimé des enregistrements de sécurité. Tu t'es assis à ma table pour dîner, et tu as demandé mon argent, tout en te moquant de moi dans mon dos avec Kevin. Je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment. J'étais juste un gamin. Tu avais 17 ans, Lucas. Tu étais assez grand pour commettre des cybercrimes. Tu étais assez grand pour regarder ton père dans les yeux et mentir comme un sociopathe. Tu étais assez grand pour aider ta mère et ton oncle à essayer de me ruiner. Papa, je ne peux pas payer l'université. Les prêts fédéraux ne sont pas suffisants. Je prends le bus pendant 2 heures par jour. Mia est en train de rater son algèbre. Parce qu'elle doit travailler les services de fermeture chez Wendy's. Maman ne peut même pas payer ses courses certaines semaines. Nous sommes ta famille. Non, vous ne l'êtes pas, ai-je dit doucement. Et je le pensais. Ma famille n'aurait pas passé 2 ans à comploter contre moi. Ma famille ne m'aurait pas traité de stupide dans mon dos. Ma famille n'aurait pas aidé quelqu'un d'autre à voler la vie que j'ai construite pour eux. Que veux-tu que nous fassions, a crié Lucas, la voix brisée. Qu'on se mette à genoux pour te supplier. Je ne veux rien que vous fassiez, Lucas. Je veux que vous me laissiez tranquille, et que vous vous débrouilliez dans vos propres vies. Je ne suis plus votre filet de sécurité. Je suis juste le plombier têtu, tu te souviens. Très bien, a-t-il hurlé. Mais ne t'attends jamais à ce que nous te pardonnions de nous avoir abandonnés. Je ne suis pas celui qui a besoin de pardon, ai-je répliqué, et j'ai raccroché. Hier, Mia a essayé une approche complètement différente. Elle m'a envoyé une longue lettre manuscrite, par l'intermédiaire du cabinet d'avocats de Vance. C'est une fille intelligente, elle a compris exactement comment contourner mes blocages numériques pour m'atteindre. La lettre était composée de 3 pages d'excuses tachées de larmes, de profonds regrets, et de supplications désespérées pour une aide financière. Elle prétendait n'avoir que 12 ans lorsque la liaison a commencé, et ne pas avoir vraiment compris ce qui se passait. Elle a écrit qu'elle pensait simplement aider sa mère à être plus heureuse, parce que je travaillais toujours tellement. Elle m'a supplié de les aider au moins à trouver de meilleurs emplois, ou de leur envoyer une petite allocation mensuelle pour se remettre sur pied. Je me suis assis sur ma terrasse, regardant les montagnes, et j'ai lu sa lettre 3 fois. J'ai ressenti une minuscule pointe de tristesse momentanée, pour la petite fille qu'elle était autrefois. Puis, je me suis approché de mon foyer, j'ai craqué une allumette, et j'ai regardé la lettre se consumer en cendres grises. Voici ce que les gens qui n'ont jamais été trahis ne comprennent tout simplement pas, à propos de la vraie trahison. Il ne s'agit jamais seulement de la tromperie physique, ou du mensonge. Il s'agit du manque de respect fondamental, celui qui vous anéantit l'âme. Chloé n'a pas seulement couché avec Kevin. Elle a fait de moi un clown dans mon propre château. Mes enfants n'ont pas seulement gardé un secret gênant. Ils ont activement, et joyeusement, participé à l'humiliation de leur père pour le plaisir. Ils pensaient tous que j'étais bien trop stupide pour le découvrir. Ils pensaient que j'étais bien trop attaché émotionnellement, pour avoir un jour le courage de partir. Ils se sont trompés sur absolument tous les points. J'ai bâti mon empire à partir de la poussière une fois, et je profiterai avec plaisir du reste de ma vie, en les regardant essayer et échouer à faire exactement la même chose.